Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 avril 2026 et notre cher ami Michael Hudson est avec nous. Bon retour parmi nous, Michael. Je suis content d'être de retour. Quelle journée. Canterbury. Oui, exactement. Et nous, Michael, nous avons eu le cessez-le-feu hier, tard dans la nuit. Et aujourd'hui, nous avons appris que ces attaques se reproduisent encore et encore. Israël a attaqué le Liban plus d'une centaine de fois. Il y a également eu des attaques en Iran, une sorte de bombardement, Iran, les Émirats arabes unis et le Koweït ensemble. Il semble que le cessez-le-feu commence à vaciller. Mais après tout, d'après ce que nous avons entendu de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, ils vont se réunir samedi, J.D. Vance, Steve Witkoff et Kushner. J.D. Vance, together with Steve Witkoff and Kushner, they're going to meet with the Iranian counterparts. Ils vont rencontrer leurs homologues iraniens pour discuter du cessez-le-feu, un cessez-le-feu de 2 semaines. Jusqu'à présent, le cessez-le-feu vacille. Mais la question principale est de savoir ce qui se passe. Pourquoi les États-Unis ont décidé d'opter pour une forme de cessez-le-feu? Cela est essentiellement lié à la réalité de la guerre, à la réalité sur les champs de bataille. Mais nous savons qu'à présent, l'Iran dispose de quelque chose d'important qu'il n'avait pas auparavant, le détroit d'Ormuz. Il l'appelle une bombe nucléaire pour l'Iran. Quelle est votre compréhension de cela? Et quelle est l'importance du détroit d'Ormuz? Et comment percevez-vous la situation actuelle de la guerre? How do you find the current situation with the war? Well, the Strait of Hormuz controls the OPEC Eh bien, le détroit d'Ormuz contrôle le commerce pétrolier de l'OPEP. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. Cela n'aura pas tant d'importance. Si Donald Trump avait mis à exécution ses menaces de faire sauter tous les ponts d'Iran et toutes les centrales électriques, qu'il faudrait un siècle pour remplacer, alors l'Iran aurait anéanti toute la capacité d'exportation de pétrole des pays arabes de l'OPEP, de l'Arabie saoudite aux Émirats. Il n'y aurait alors plus eu de pétrole à exporter du tout. Mais non, je ne pense pas que, même s'il y a des violations du cessez-le-feu, et Israël fera tout son possible pour rompre l'accord, cela l'empêchera de continuer à attaquer. To break the agreement, it's going to continue to attack. And the idea of making a ceasefire with the United States. L'idée de conclure un cessez-le-feu avec les États-Unis est tout aussi absurde que celle d'imaginer la Russie conclure un cessez-le-feu avec l'Ukraine, tout en laissant la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Estonie continuer à envoyer des missiles sur la Russie, car il faut que toutes les parties soient impliquées. Et Israël a déjà déclaré « Nous ne faisons pas partie de cela. Nous allons continuer à tirer. » Eh bien, je pense que les Iraniens ne vont probablement riposter qu'à Israël pour cela. Ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent pour fournir des armes à leurs alliés qui combattent au Liban, des armes au Hezbollah et à d'autres. Mais je ne pense pas qu'il y aura une attaque majeure et totale comme celle que Trump a menacée, du moins pendant un intervalle d'environ 2 semaines. Et ces 2 semaines donnent au reste du monde une chance de créer une alternative. Car si les combats reprennent, cela pourrait déclencher une dépression mondiale comparable à celle des années 1930. Cette dépression résulterait de l'arrêt de 20% du commerce pétrolier et je pense de 30 à 40% du commerce du gaz, ainsi que d'une grande partie des engrais, de l'ammoniac et du soufre nécessaires. Tout cela entraînerait d'immenses arrêts industriels et le monde entier serait menacé par le chaos. Eh bien, menacer du chaos a toujours été la stratégie des États-Unis. Et maintenant, soudainement, la menace du chaos, l'outil utilisé pour forcer d'autres pays à suivre une politique afin de l'éviter, est entre les mains de l'Iran. C'est par son contrôle des hormones et par les moyens d'exporter le pétrole et le gaz de l'OPEP encore en production aujourd'hui que cela se poursuit.
La question est donc de savoir ce que les autres pays vont faire pour aider l'Iran à exercer une pression sur les États-Unis et sur Israël afin d'empêcher la reprise des hostilités, qui entraînerait une dépression chronique durant 3 ou 4 ans et conduirait à une restructuration complète du système économique et financier mondial. J'aimerais aborder à quoi ressemblerait cette restructuration, mais d'abord, je voudrais parler de la stratégie générale, car il y a 50 ans, ce qui se passe aujourd'hui obéissait à une logique générale qui avait été entièrement exposée. There was a general logic for it that was all spelled out, and it was spelled out at where I happened to be working. Tout cela avait été clairement exposé à l'endroit où je travaillais à l'époque, le Hudson Institute. La stratégie que suit aujourd'hui l'Iran ressemble beaucoup à ce dont on discutait alors comme moyen d'éviter le chaos mondial dans les années 1960, ce qui signifiait à l'époque la guerre atomique. La question était, comment le monde peut-il éviter le chaos d'une destruction totale? La réponse fut la doctrine de la destruction mutuelle, MAD, Mutual Assured Destruction. L'idée était que si un seul pays possédait la bombe atomique, comme les États-Unis en 1945, il pouvait menacer les autres d'une guerre nucléaire. Mais que se passe-t-il lorsque la Russie soviétique développe à son tour la bombe, puis que d'autres pays commencent eux aussi à la développer? La menace d'une guerre atomique constituait la principale préoccupation en matière de politique étrangère dans les années 1960. Don Brennan, de l'Institut Hudson, a inventé le terme « destruction mutuelle assurée » et Herman Kahn, la même année, 1962, a écrit un livre intitulé « Penser l'impensable », dans lequel il en exposait les principes. L'idée était que si d'autres pays possédaient non seulement la bombe atomique, mais maintenaient aussi une parité militaire, avec la capacité d'améliorer leur technologie d'armement au même rythme, alors chaque grande puissance aurait peur d'utiliser la bombe, car ses adversaires pourraient riposter et les deux camps seraient anéantis. Tant qu'il y avait une parité entre les puissances dotées de la bombe atomique, la guerre entre elles était évitée. Les États-Unis, bien sûr, continuaient à mener leur propre guerre, de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique latine et à l'Afrique. Mais ce n'étaient ni des guerres mondiales, ni des guerres atomiques. L'idée générale était que les pays comprenaient que s'ils intensifiaient n'importe quel type de conflit, leur propre existence serait menacée, au-delà même de leurs économies. Eh bien, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce qui était menacé dans les années 1960 s'appelait l'hiver atomique. En d'autres termes, s'il y avait une guerre atomique, le monde entier entrerait essentiellement dans un hiver, la production s'arrêterait, l'agriculture s'arrêterait, le commerce s'arrêterait. Ce qui est menacé aujourd'hui, c'est un hiver financier. Et l'hiver financier serait subi par les pays importateurs de pétrole, de l'Europe au Japon et à la Corée de l'Est, ainsi que par la majeure partie du Sud global, y compris de nombreux pays asiatiques. La question est donc, comment éviter cet hiver financier? Eh bien, ce qui distingue la situation entre l'Iran et les États-Unis de l'affrontement militaire entre les États-Unis et la Russie dans les années 1960, c'est que l'Iran ne peut pas dire « si nous détruisons la capacité de production pétrolière des pays arabes de l'OPEP, cela mettra les pays importateurs de pétrole dans une situation désespérée. » Les États-Unis avaient déjà envisagé les conséquences, et Donald Trump s'en est vanté, disant en substance « bien sûr, l'Iran pourrait très bien faire tout cela. » Et l'Iran a démontré sa puissance militaire, du moins suffisamment pour anéantir la capacité de ses voisins à produire du pétrole. Mais Donald Trump a déclaré que l'Amérique était un pays en surplus pétrolier et un exportateur de gaz, grâce à toutes les technologies de fracturation hydraulique qui ont été développées.
Et si la destruction du commerce pétrolier de l'OPEP faisait grimper les prix mondiaux du pétrole, ce serait une aubaine pour les compagnies pétrolières et gazières américaines. Tandis que les États-Unis commenceraient à puiser dans leurs réserves de pétrole pour maintenir les prix bas sur le marché intérieur, les compagnies pétrolières exporteraient leur pétrole et leur gaz à des prix mondiaux extrêmement élevés vers l'Europe occidentale et le Japon, donnant ainsi à l'Amérique un pouvoir considérable sur ses alliés les plus proches. C'est donc à ses alliés de décider. Eh bien, nous ne pouvons pas nous permettre un affrontement entre les États-Unis et l'Iran qui détruirait notre économie. Vous pourrez plus tard me parler de la manière dont cela ruinerait également l'économie américaine sur le plan financier. Mais pour l'instant, la crise la plus immédiate toucherait les pays qui ont besoin de pétrole pour faire fonctionner leurs usines. Chauffer et éclairer leurs maisons et leurs immeubles de bureaux, produire des engrais et alimenter leurs chemins de fer et leurs moyens de transport. Tout cela. Eh bien, brandir la menace de détruire l'accès d'autres pays au pétrole a été au cœur de la politique étrangère américaine au cours du dernier demi-siècle, comme vous et moi en avons parlé lors d'émissions précédentes. Et maintenant, cette menace est entre les mains de l'Iran. Et la question est de savoir si les autres pays, l'Europe occidentale et l'Asie de l'Est, comprendront qu'il leur revient de mettre fin à cette guerre. Car s'il y a une nouvelle attaque contre l'Iran, et que l'Iran a déjà démontré sa capacité à anéantir la production pétrolière et gazière de l'OPEP, tout comme il a déjà détruit la capacité d'exportation d'hélium du Qatar, le résultat sera une guerre mondiale. Que feront-ils? Eh bien, je suppose qu'hier, aux Nations Unies, le vote parrainé par les Émirats arabes unis visait à blâmer l'Iran d'avoir été attaqué, d'avoir eu le pouvoir de riposter à l'attaque israélienne et américaine en se défendant. Cela a été qualifié d'agression. Apparemment, c'est une agression que de se défendre contre une attaque assortie de la menace d'être anéanti. Si vous vous défendez militairement, c'est vous qu'on accuse. Eh bien, la Chine, je pense, a contribué à ramener un peu de bon sens dans la discussion en bloquant cette action avant qu'elle ne soit adoptée par le Conseil de sécurité et soumise au vote aux États-Unis. Mais cela montre à quel point l'opposition des États-Unis au reste du monde est totalement insensée. Les États-Unis et l'Iran, ensemble, menacent le monde entier d'un chaos total s'il y a une guerre. Que vont faire les autres pays? Jusqu'à présent, l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn et d'autres ont déclaré « Pourquoi l'Iran nous bombarde-t-il? Nous ne l'avons pas bombardé. » Et la réponse de l'Iran « Eh bien, vous autorisez les bases américaines sur votre territoire. Vous laissez les avions américains survoler votre espace aérien. Vous ne faites rien pour l'empêcher. » Eh bien, l'Europe a aussi dit « Nous ne participons pas. Pourquoi nous faites-vous souffrir? Nous n'avons pas pris part à la guerre. » Regardez l'Italie, l'Espagne et d'autres pays, même la France. Ils ont empêché les États-Unis d'utiliser leurs aérodromes et leurs bases militaires pour que des avions décollent et vous bombardent. Pourquoi nous en voulez-vous? Demande-t-il. Eh bien, ce qu'il faut blâmer, c'est leur passivité, leur inaction, leur refus de faire quoi que ce soit pour arrêter l'attaque américaine contre l'Iran, qui est fondamentalement une attaque contre toutes les règles de la civilisation, comme nous l'avons déjà évoqué. Les règles du droit international, les règles de la guerre, interdisant de bombarder les civils, les règles interdisant de bombarder les infrastructures et les services essentiels. Ces derniers jours, il y a eu l'assassinat de professeurs et la destruction physique d'universités pour faire ce qu'Israël a déclaré. Nous devons détruire la culture. Dieu nous a ordonné de traiter l'Iran comme Amalek. Ils sont notre ennemi existentiel.
Où sont les autres pays qui cherchent à accuser Donald Trump et Hegseth de crimes de guerre, à engager des poursuites contre eux pour les empêcher, eux et le reste de leur personnel, de voyager? C'est comme si le reste du monde était paralysé et incapable de vraiment réagir. Il est très difficile de savoir s'il en a même conscience. Depuis une semaine, je suis stupéfaite de constater que les marchés boursiers aux États-Unis, en Europe et même en Asie ont à peine baissé malgré cette menace de dépression mondiale. À peine 1% tout au plus. Juste quelques fluctuations marginales, presque rien. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'aucun de ces dangers de guerre nationale ne soit écarté, l'indice Dow Jones Industrial Average a grimpé de plus de 1000 points. Les marchés boursiers du Japon et de la Corée, les plus vulnérables à une réduction des approvisionnements en pétrole et en gaz, ont rebondi de 3%, 4%, voire 5%. Des gains incroyables, non pas après une dépression, mais comme si, d'une manière ou d'une autre, tout allait bien se passer. La question que nous devons tous nous poser, je suppose, est la suivante. Le monde est-il simplement dans un état de déni? Est-il incapable d'envisager l'impensable, à savoir que la guerre pourrait réellement aboutir à une destruction mutuelle, une destruction assurée, entre l'Iran et les pays importateurs de pétrole, au profit espéré des États-Unis, qui ramasseraient ainsi toutes les mises? Comment peuvent-ils avancer sans en prendre conscience? Oui, à ce sujet, l'une des principales questions en ce moment, quel sera l'avenir des pays du CCG? L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, tous. En regardant ce qui se passe, peuvent-ils survivre à cette situation d'hostilité envers l'Iran? D'une certaine manière, ils veulent combattre l'Iran. Aujourd'hui, nous avons vu les Émirats arabes unis tenter de frapper certaines cibles en Iran. C'est l'avenir qu'ils recherchent. Mais peuvent-ils survivre à la situation qu'ils sont en train de créer eux-mêmes? Non, je ne pense pas qu'ils puissent survivre. Ces cheikhs, ces petits cheikhs familiaux en somme, ont été créés juste après la Seconde Guerre mondiale, le Koweït un peu plus tard, dans le but de diviser et de conquérir l'ensemble des pays arabes. La plupart sont de petites dictatures familiales, et je crois qu'environ 88% de la population des Émirats et de Bahreïn est composée de travailleurs immigrés. L'Arabie saoudite est en réalité le seul pays arabe de l'OPEP, avec le Qatar, je suppose, à avoir une population autochtone saoudienne et qatari relativement importante. Les autres, comme la Jordanie, sont peuplés en grande partie de Palestiniens et de plus en plus d'immigrants indiens travaillant dans des conditions presque féodales, proches de l'esclavage. Les immigrants se voient confisquer leurs passeports. Ils n'ont pas accès à la justice et subissent régulièrement des abus. Ce sont des pays en retard dans leur manière de traiter les immigrants. En substance, ils sont l'héritage de toute l'époque du colonialisme occidental, du Moyen-Orient à l'Afrique en passant par l'Asie. Et non seulement ils devraient être remplacés, mais l'Iran fait valoir le point suivant. Même si vous vous débarrassez des bases militaires américaines, comme nous l'avons exigé, le problème est que vos économies sont inextricablement liées dans une relation symbiotique avec les États-Unis. Par exemple, les entreprises américaines d'intelligence artificielle, des sociétés informatiques comme Google, Amazon et d'autres, ont toutes construit d'immenses centres de traitement de données à Bahreïn, aux Émirats et dans d'autres pays, afin d'avoir accès à l'énergie. Il sera très difficile pour ces entreprises d'obtenir suffisamment d'énergie aux États-Unis, compte tenu de l'incapacité du pays à créer des services publics d'électricité assez rapidement pour soutenir le traitement de données dont elles auront besoin.
Les actions des soi-disant Magnificent Seven, toutes les entreprises de technologie de l'information, d'Internet et de puces informatiques, ne peuvent pas continuer à grimper sans une source d'énergie fiable, probablement située en dehors des États-Unis. Et bien sûr, cette énergie en dehors des États-Unis est précisément ce qui est menacé. C'est pourquoi l'Iran s'est concentré sur le bombardement des filiales américaines dans ces autres pays arabes membres de l'OPEP. Il soutient que pour protéger sa propre sécurité nationale, il doit briser les relations économiques symbiotiques entre les pays de l'OPEP, de l'Arabie saoudite jusqu'aux plus petits Émirats et aux petites dictatures familiales. Et je ne vois pas comment cela pourrait se faire sans une forme de prise de contrôle. L'Iran contrôlait autrefois les détroits, et Oman se trouve juste en face du détroit d'Ormuz, là où il est situé. Le territoire faisait partie de l'Iran jusqu'au XVIIe siècle. La Compagnie britannique des Indes orientales s'est emparée d'Oman et l'en a détaché, car elle voulait contrôler la route commerciale maritime vers l'Inde, qui était la clé de la prospérité britannique dans la région. L'Iran cherche à renverser cet héritage du colonialisme et à empêcher le colonialisme financier et économique qui a rendu les autres États de l'OPEP essentiellement occidentaux. C'est pourquoi ces pays se sont alliés aux États-Unis pour attaquer l'Iran et tenter de faire adopter une résolution des Nations Unies accusant l'Iran d'être responsable de la guerre pour s'être défendu. Ainsi, même si la guerre immédiate avec les États-Unis est réglée, cela va conduire à ce qui ressemblera à une conquête iranienne du reste des pays du Golfe pétrolier. Et il y aura une sorte de rapprochement ou d'accord. L'Arabie saoudite a tenté d'atteindre un semblant d'accord avec l'Iran, mais ses propres fonds d'épargne nationale, ainsi que les fonds de ses familles les plus riches, sont tous investis aux États-Unis, principalement dans les entreprises de technologie de l'information qui ont elles-mêmes investi dans leur pays de l'OPEP, pour les raisons que j'ai décrites, les usines de traitement de données, et aussi simplement parce qu'ils pensaient qu'en investissant aux États-Unis, cela devait leur assurer une protection militaire. Eh bien, ce que l'Iran a montré, c'est que tout cela n'est qu'une fiction. Toute l'idée selon laquelle Israël se protégeait grâce au dôme de fer s'est effondrée. L'idée que les États-Unis protègent les pays arabes de l'OPEP contre les attaques, les conquêtes ou toute menace pesant sur leur mode de fonctionnement a volé en éclats. Les États-Unis ne sont pas le protecteur. Ce sont les États-Unis et leur tentative de contrôler le commerce mondial du pétrole. Maintenant qu'ils se sont emparés du pétrole du Venezuela, maintenant qu'ils ont réussi à isoler le commerce pétrolier de la Russie, ils ont acquis la capacité de semer le chaos dans d'autres pays qui seraient soumis aux sanctions pétrolières américaines s'ils le souhaitaient. Eh bien, vous avez vu quelle est la dynamique fondamentale. Ce que les États-Unis ont fait en attaquant l'Iran a conduit l'Iran à réagir. Et en substance, elle se trouve désormais exactement dans la position que les États-Unis espéraient occuper. La politique américaine a été si contre-productive qu'elle a produit l'exact opposé de l'effet recherché. C'est ce qui arrive quand on sous-estime le fait que, si l'on tente de prendre le contrôle d'autres pays, ils se défendront. Les autres nations ne sont pas stupides et elles ne disposent pas d'un complexe militaro-industriel privé et corrompu fabriquant des armes inefficaces. Leurs gouvernements, comme ceux de la Russie et de la Chine, ont en réalité conçu des armes qui fonctionnent. Et cela a laissé les États-Unis avec au moins une décennie de retard en matière de technologie des missiles, de technologie aérienne et d'autres technologies militaires dont ils ont besoin.
Les États-Unis étaient totalement mal préparés à mener réellement une guerre contre l'Iran. Mais les néoconservateurs qui entourent Trump, ceux qui ont financé sa campagne politique et soutenu la nomination d'un cabinet personnellement loyal envers lui et qui ne le remet pas en question, se sont coupés de tout retour réaliste leur permettant d'évaluer correctement les conséquences d'une telle guerre. Ils ont ignoré toutes les dynamiques commerciales, financières et militaires en jeu. La politique américaine a souffert d'une sorte de vision en tunnel. Et maintenant, on peut voir le génie des stratèges iraniens qui considèrent la situation dans son ensemble et comprennent ce qu'ils doivent faire pour se défendre. Et il n'y a aucun moyen pour eux d'attaquer les États-Unis comme ils ont pu attaquer Israël ou les pays arabes de l'OPEP. Mais ils peuvent arrêter le commerce du pétrole. Encore une fois, en contrôlant le détroit d'Ormuz, ou simplement en bombardant Ormuz et en anéantissant la production de pétrole et de gaz des pays de l'OPEP. Ils peuvent brandir cette menace devant le reste du monde pour montrer qu'il vaudrait mieux faire pression sur les États-Unis et les isoler afin d'empêcher une attaque contre eux. Car s'ils doivent être détruits, leur seule défense consiste à détruire les économies de l'OPEP, ce qui détruirait aussi vos économies. Ainsi, une attaque contre eux serait une attaque contre vos économies, provoquant une dépression, un effondrement économique et financier, du chômage et tout ce qui accompagne une grande dépression ou un hiver financier. Michael, je pense que la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz est la suivante. Pendant très longtemps, après la Révolution, l'Iran a été soumis aux sanctions américaines. En gros, tout l'Occident imposait des sanctions à l'Iran. Et à ce jour, ces sanctions sont toujours en vigueur. Mais sous ce régime, ils ne pouvaient ni vendre leur pétrole, ni commercer librement par le détroit d'Ormuz. Le détroit leur était ouvert, mais les sanctions empêchaient leur économie de prospérer. C'est donc la nouvelle stratégie de l'Iran. Si vous nous frappez avec des sanctions, nous vous frapperons avec le détroit d'Ormuz. Mais en quoi ça va-t-il aider l'Iran à long terme? Eh bien, cela a été clairement exprimé, je pense, dans la réponse de l'Iran aux actions de Trump hier. L'Iran a énuméré les conditions qu'il souhaitait, et l'une des conditions sur lesquelles il a insisté était des réparations pour l'attaque qui a détruit une grande partie de son industrie, sa production pétrolière, sa capacité de raffinage. Je n'ai pas besoin de passer en revue toute la liste, ses écoles et ainsi de suite. En réalité, comment pourrait-on passer par un processus judiciaire pour obtenir des réparations? Il faudrait une commission de type Nuremberg, et cela prendrait des années à mettre en œuvre. Ainsi, l'Iran n'a qu'un seul moyen d'obtenir une compensation pour reconstruire son économie, imposer un droit de passage sur le trafic traversant le détroit d'Ormuz, tout comme le canal de Panama et le canal de Suez perçoivent un droit de transit. Eh bien, les États-Unis ont dit « Le canal de Panama a coûté de l'argent à creuser ». Vous savez, c'est fait par l'homme, le canal de Suez aussi. Ils sont tous deux faits par l'homme, mais cela remonte à plus d'un siècle. Et cela ne change rien qu'il soit artificiel ou non. Nous ne remboursons pas aujourd'hui les investisseurs de la Panama Canal Company ou de la Suez Canal Company. C'est l'héritage du colonialisme. C'est les États-Unis qui ont saisi le Panama et l'ont séparé de la Colombie. Ainsi, l'Iran peut dire, eh bien, comme on dit en Amérique, la possession vaut les 9/10 de la loi. Le canal est à nous, à prendre ou à laisser. Et l'Iran est en position d'imposer son contrôle sur le canal. Les États-Unis ne peuvent rien y faire. Donc quand Trump dit que l'Iran doit ouvrir le canal, les détroits, l'Iran peut répondre qu'il l'a toujours fait. Bien sûr, ils ont été ouverts. Les navires ont fait des allers-retours. Ils paient les péages. Si vous payez le péage, on vous laisse passer.
La différence, c'est que jusqu'à présent, ils ne laissaient passer que les pays amis. Ils ne voulaient pas laisser passer les pays qui les attaquent, ou leurs ennemis, par le détroit. Mais maintenant, ils ont accepté, pendant 2 semaines, de laisser passer tous les bateaux, de permettre la reprise du commerce, afin que le monde puisse dire « Très bien, regardez la panique dans laquelle vous étiez, même si la bourse ne l'a pas montré. Regardez la panique dans laquelle vous étiez quand nous avons fermé le détroit. » Regardez maintenant à quel point cela peut bien se passer. Si le commerce reprend, nous allons laisser passer les navires saoudiens, les navires émiratis. Nous allons laisser tout le monde passer. Ils paieront la somme due. Ces 2 millions de dollars de frais n'étaient imposés qu'aux superpétroliers. Des frais plus faibles seront appliqués aux pétroliers plus petits. Il y aura un barème progressif, comme pour le canal de Panama et d'autres canaux. Tout cela sera fait de manière rationnelle, et les pays ainsi que les navires qui traverseront le détroit devront déposer des documents qui les possèdent, d'où vient le pétrole, où il va. Et voici l'argent qu'ils devront payer. Et d'après ce que je comprends, ce sera en yuan chinois, car l'Iran ne peut pas utiliser de dollars, puisque les États-Unis ont déclaré « Nous saisirons chaque dollar que vous possédez ». Si vous utilisez des dollars, nous vous les volerons tout simplement. Ainsi, les États-Unis ont empêché l'Iran, la Russie et d'autres pays d'utiliser des dollars. Bien sûr, ils utilisent la meilleure monnaie qu'ils puissent trouver, à savoir la monnaie chinoise, sous la forme, semble-t-il, d'obligations chinoises, qui ont largement surpassé le marché boursier et le marché obligataire américain jusqu'à présent cette année. Tout cela peut donc être organisé. Et l'Iran, en agissant ainsi, montrera au reste du monde quel avenir voulez-vous. Voulez-vous une dépression ou un retour à la normalité? Cette normalité ne sera plus jamais sous le contrôle des États-Unis. Les États-Unis doivent déplacer toutes leurs bases militaires hors du Moyen-Orient ou d'Asie occidentale, comme on le dit désormais, et à juste titre. Je veux dire au milieu de quoi exactement? Bien sûr, c'est l'Asie occidentale. Ce n'est plus vraiment une partie du centre de l'Europe. L'élément européen est désormais en train d'être retiré. Eh bien, la question, encore une fois, est de savoir ce qu'il va advenir d'Israël, qui est la plus grande base militaire américaine dans la région. Comme je l'ai entendu dire par des généraux américains, souvent dans les années 1960, ils considéraient Israël comme le porte-avions terrestre de l'Amérique au Proche-Orient. Que va-t-il arriver à Israël? Eh bien, je pense qu'Israël va continuer à semer le désordre, non seulement en refusant de mettre fin à son génocide au Liban, mais aussi en refusant d'arrêter d'attaquer l'Iran. L'Iran réagira en anéantissant ce qu'il reste d'Israël. Je m'attends à une énorme vague d'émigration hors d'Israël. Le pays aura perdu sa capacité industrielle. Ses ports et son commerce d'import-export depuis Haïfa ont été en grande partie bombardés. Je pense que la destruction d'Israël sera en grande partie achevée. Et je crois que les Israéliens semblent vouloir s'installer au Liban. On parle même de leur installation en Ukraine, de tous les endroits possibles, ou de leur retour dans les pays d'origine dont ils ont émigré. Mais évidemment, c'est la carte maîtresse qui reste à déterminer. Et encore une fois, le fait que la politique américaine repose entièrement sur le principe du « pay to play ». Nous ne savons pas ce que les États-Unis vont faire à ce sujet. C'est la carte maîtresse. Seuls les pays étrangers peuvent contrôler les États-Unis. Ils ne peuvent pas être contrôlés de l'intérieur. Compte tenu du système politique américain et de la décision de la Cour suprême, selon laquelle il est permis de privatiser les campagnes électorales des politiciens, des sénateurs, des membres du Congrès et de tous les autres. Il n'existe aucune loi contre la corruption. En substance, la corruption signifie que le processus politique a été privatisé, et pour faire court, c'est un système de corruption.
to make a long story short. Michael, the war, the American, Michael, la guerre américano-israélienne contre l'Iran a mis en évidence quelque chose d'important, la différence entre les Européens et les Américains en ce qui concerne le Moyen-Orient. Les États-Unis ont été utilisés par Israël comme un intermédiaire dans cette guerre. Je ne sais pas si tu acceptes cela ou si tu es d'accord avec moi, mais cette guerre est une guerre américano-israélienne contre l'Iran. L'Europe, en revanche, a décidé de ne pas y participer activement. Elle a tenté de défendre Israël en utilisant ses systèmes de défense aérienne et tout ce qui pouvait le protéger. Mais lorsqu'il s'est agi du détroit d'Ormuz, elle a choisi de ne pas passer à l'offensive avec les attaques. Alors, vous savez, aujourd'hui, Michael, Israël viole le cessez-le-feu en attaquant le Liban. Ils ont frappé une centaine de cibles au Liban, beaucoup ont été détruites et de nombreuses personnes ont été tuées lors de ces attaques. Il y a quelques instants, nous avons appris que le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a déclaré qu'aujourd'hui, Netanyahou avait lancé son attaque la plus violente contre le Liban depuis le début de l'offensive. Son mépris pour la vie et pour le droit international est intolérable. Il est temps de parler clairement. Le Liban doit être inclus dans le cessez-le-feu. Voilà ce que dit Pedro Sánchez, le Premier ministre d'Espagne. La communauté internationale doit condamner cette nouvelle violation du droit international. L'Union européenne doit suspendre ses accords d'association avec Israël et il ne doit y avoir aucune impunité pour ces actes criminels. Vous savez, c'est quelque chose de tellement direct, tellement évident. La façon dont il parle d'Israël, il s'y oppose. Il sait qui est l'ennemi, à mon avis, et c'est pour cela qu'il parle ainsi. Qui est l'ennemi de la paix? Pas qui est l'ennemi de l'Espagne. Qui est l'ennemi de la paix, ce qui serait Israël au Moyen-Orient? Votre compréhension de l'Europe et de la politique européenne, peut-on les regrouper toutes? Ou voyez-vous une certaine différence entre les pays européens? Vous abordez cela. Voici la question. Comment le droit international va-t-il être appliqué? Souvenez-vous de la déclaration de Staline à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Remember Stalin's statement at the end of World War II, I think at Yalta, when the Pope had. Je pense qu'à Yalta, lorsque le pape a critiqué la politique soviétique, Staline a dit « Eh bien, combien de troupes le Vatican a-t-il? Combien de troupes le pape a-t-il » On pourrait dire que Trump a en quelque sorte dit « Combien de troupes les Nations Unies ont-elles » Trump a déclaré « Nous sommes immunisés contre le droit international. Nous faisons nos propres lois. » C'est pourquoi, aux États-Unis, nous avons insisté pour avoir un droit de veto sur les lois et les règles de toute organisation à laquelle nous adhérons, des Nations Unies, au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Et les États-Unis, en soutenant et en fournissant toutes les armes et l'aide financière à Israël, lui permettent de se joindre à eux pour être immunisés contre le droit international. Vous traitez Israël comme un mandataire des États-Unis. Et à bien des égards, c'est le cas. Mais je pense, comme je l'ai déjà mentionné, qu'une fois, lorsque je voyageais à l'étranger, en Corée et au Japon, vers 1975 ou 1975, avec Uzi Arad, qui est ensuite devenu le chef du Mossad et le principal conseiller économique de Netanyahou, nous étions dans un aéroport lorsqu'un général s'est approché de lui a tapé sur l'épaule et a dit « Tu es notre porte-avions terrestre là-bas ». Les épaules d'Uzi se sont affaissées et on voyait à quel point il était gêné. Les Israéliens ont leur propre volonté dans tout cela. Et cette volonté est si extrême et est devenue si fondée sur la Bible qu'elle a attiré le soutien des sionistes chrétiens américains qui disent « Oui, la Bible dit que si nous avons une guerre, si Trump accepte de combattre l'Iran, d'utiliser la guerre atomique, de laisser Israël utiliser la guerre atomique, Jésus viendra nous sauver tous et enverra tous les Juifs en enfer et les chrétiens au paradis. »
and send all the Jews to hell and the Christians to heaven. But what the hell? Israel knows that that's just craziness. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Israël sait bien que c'est de la folie pure. Mais le fait est qu'Israël se sent libre d'agir à sa guise quand il le souhaite, parce que les États-Unis lui ont donné la marge de manœuvre nécessaire pour faire tout ce qu'il veut. On l'a vu lors de l'attaque israélienne contre l'USS Liberty, tirer sur le navire, tuer des officiers et des marins américains, sans aucune réaction des États-Unis. Israël a donc bel et bien la capacité d'agir de manière indépendante, même au prix de tout bouleverser, et sans que les États-Unis ne réagissent vraiment, parce qu'ils ont mis tout leur espoir dans l'utilisation de l'armée israélienne comme armée cliente, aux côtés des Wahhabites, de l'État islamique et des coupeurs de tête d'Al-Qaïda en Syrie. Alors, que peut-on faire? Sur Every Cis et Above-Moag, Diwan, Amman ont criminalisé position Rassalese et Til et Cisjulani. In Gaza and the West Bank, Et la Suisse a pris des mesures contre le soldat Baude, qui était un grand commentateur militaire. On a vu l'Europe se soumettre complètement aux États-Unis, non seulement en soutenant Israël, mais aussi en alimentant la haine raciale contre les Arabes. Et pour ce qui est de l'Europe, tous les musulmans sont considérés comme des Arabes, y compris les Iraniens. C'est un défaut qui ne peut être corrigé que par une élection. Mais il n'y aura pas d'élection européenne en Grande-Bretagne, en France ou en Allemagne avant plusieurs années. Il semble qu'ils soient vraiment incapables de faire quoi que ce soit tant qu'ils restent des pays clients dépendants des États-Unis, comme s'ils en étaient les colonies. Il revient donc réellement aux pays situés en dehors de l'Europe occidentale d'engager des procédures de sanctions contre les États-Unis. Eh bien, évidemment, ils ne peuvent pas appliquer des mesures coercitives par des moyens militaires, car les États-Unis se retrouveraient dans un scénario de destruction mutuelle assurée, une guerre atomique, s'ils faisaient cela. La seule façon pour d'autres pays de contrer cette alliance de l'Europe occidentale et des États-Unis contre l'Iran et contre tout autre pays échappant au contrôle américain sur le pétrole et la politique mondiale est de créer leur propre ensemble d'institutions alternatives. Cela inclut les Nations Unies et le système monétaire international en tant que tel. Un diplomate russe a prononcé plus tôt cette semaine un excellent discours, affirmant que les Nations Unies auront bientôt un nouveau secrétaire général nommé. Et c'est une occasion de transformer entièrement les Nations Unies, d'en éliminer l'influence occidentale. Le diplomate a déclaré qu'il était consterné par certains des laquais et des complices des États-Unis qui disent « Eh bien, nous voulons un secrétaire général qui poursuive les merveilleuses réformes de Guterres. » Et les Russes ont répondu « Nous n'avons pas besoin de Guterres. Nous avons besoin d'un retour aux principes originels des Nations Unies. Cela ne peut être réalisé qu'en réformant l'ONU pour se débarrasser du Conseil de sécurité, qui permet aux États-Unis de garder le contrôle des Nations Unies et de l'Agence de l'énergie atomique qui en dépend, ou par d'autres moyens, car toutes les institutions de l'ONU sont sous contrôle américain. Nous devons mettre fin au contrôle des États-Unis. Et cela implique que la plupart des pays membres des Nations Unies pourraient devoir se retirer et créer leurs propres institutions. Je crois avoir mentionné dans l'émission de la semaine dernière que Guterres a déclaré que l'ONU était en faillite d'ici juillet ou août et qu'elle devra abandonner son siège de New York. Eh bien, si l'ONU est en faillite, encore une fois, le diplomate russe qui s'est exprimé a dit que Guterres n'avait pas insisté auprès des États-Unis pour qu'ils poursuivent leur soutien. Sous la direction de Guterres, les États-Unis ont pu passer d'année en année sans verser leurs contributions aux Nations Unies et à leurs agences. C'est ce qui les a menés à la faillite. D'autres pays peuvent donc dire
Eh bien, puisque nous finançons tout de toute façon, créons une institution que nous finançons, et cette fois, nous allons y apporter des changements. Nous allons la faire réellement accomplir ce que les Nations Unies prétendaient vouloir faire dans leur charte d'origine. Garantir la primauté du droit international et des règles de la guerre, l'autonomie, l'autosuffisance et la souveraineté de tous les pays sur un pied d'égalité. Mais cette fois, ils vont vraisemblablement lui donner une certaine autorisation d'usage de la force militaire. Ce qui peut être fait, c'est que les pays d'Eurasie et du Sud global peuvent imposer leurs propres sanctions aux propriétaires, créanciers et investisseurs américains présents sur leur territoire, en déclarant « Nous vous isolons désormais jusqu'à ce que vous rejoigniez notre organisation selon nos règles. Tant que vous nous menacez avec votre pouvoir de contrôler l'économie internationale, en instrumentalisant le commerce mondial du pétrole, en instrumentalisant le commerce agricole, en instrumentalisant la politique tarifaire et en remplaçant l'état de droit par votre droit fondé sur des règles. Nous ferons ce que les communautés faisaient dans les temps archaïques. Un contrevenant à la loi était exilé de la communauté. Il existait des villes de refuge. Tout cela figure dans la Bible, mais c'était aussi pratiqué dans d'autres pays. Un contrevenant à la loi devait être exilé de la communauté. Ils étaient généralement autorisés à revenir. Lorsqu'un nouveau roi ou dirigeant prenait le pouvoir, il y avait une sorte de pardon général s'ils acceptaient de se comporter à nouveau correctement. Eh bien, quelque chose comme exiler les États-Unis et l'Europe occidentale jusqu'à ce qu'ils acceptent une politique qui ne menace pas le reste du monde par la guerre atomique, une attaque militaire ou l'équivalent économique d'un hiver nucléaire sous la forme d'un hiver financier. C'est la seule façon pour les autres pays de se protéger. Et jusqu'à présent, comme je l'ai mentionné, ils ont envisagé l'impensable. Eh bien, l'émission que Richard Wolff et moi faisons avec vous en parle depuis plus d'1 an maintenant. Le reste du monde n'a pas intégré ces idées dans le débat public, ni même dans le débat académique, pour le dire avec modération. Michael, avant de conclure, l'un des principaux problèmes actuellement avec le cessez-le-feu, comme l'a mentionné il y a quelques instants le président du Parlement iranien, c'est qu'ils affirment que sans prendre en compte la situation du Liban ou celle de Gaza, il ne peut pas y avoir de paix. Il n'y a pas de solution à la guerre qui oppose l'Iran et les États-Unis. Il faut donc parvenir à une certaine compréhension de l'ensemble de la région. Ce n'est pas seulement une question entre l'Iran et les États-Unis, c'est une question qui concerne toute la région. Donald Trump est-il capable de conclure un tel accord? Ou bien, nous dirigeons-nous vers quelque chose de semblable à ce que nous avons eu avec l'accord de Minsk II? Vous vous souvenez de Minsk II, les garants étaient l'Allemagne et la France. Et la Russie faisait partie des signataires de cet accord entre les Russes ethniques de l'Est de l'Ukraine et les Ukrainiens. Allons-nous avoir le même type de, disons, faux accords? Eh bien, la grande question est, que vont faire les États-Unis? Je pense que l'Iran a calculé qu'il semble peu probable que Donald Trump renouvelle sa menace de faire sauter tous les ponts et toutes les centrales électriques d'Iran, de le bombarder jusqu'à l'âge des ténèbres, simplement parce qu'Israël dit « Nous voulons tuer tous les chiites du Liban ». L'Iran se dit « Eh bien, nous pouvons faire ce que nous voulons, tant que nous soulignons que c'est Israël qui viole les termes de la trêve. » Et si les États-Unis ne peuvent pas la faire respecter, qui d'autre dans la région le pourrait? Le seul pays dont l'armée est assez forte pour le faire serait un pays comme la Turquie. Alors, quel est le rôle de la Turquie dans tout cela? Quel est le rôle de l'Inde? Ce sont des pays puissants dans la région, mais ils essaient de jouer sur les deux tableaux à la fois.
La Turquie essaie de faire partie de l'OTAN, tout en cherchant à rejoindre les BRICS. C'est la même chose pour l'Inde, où Modi revient tout juste d'Israël, faisant tout sauf se convertir au judaïsme, tant il en fait l'éloge. Je ne pense donc pas qu'on puisse vraiment leur faire confiance comme médiateurs honnêtes. Et la Chine et la Russie sont trop éloignées. La Russie serait certainement un choix logique, mais cela laisserait la porte ouverte aux États-Unis pour dire « Eh bien, si vous trahissez simplement l'Iran, nous vous laisserons faire ce que vous voulez avec l'Ukraine », ce à quoi la Russie répondrait « De toute façon, nous ferons ce que nous voulons avec l'Ukraine ». Les États-Unis pourraient alors dire « Vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'Europe », et la Russie pourrait répliquer « De toute façon, nous ferons ce que nous voulons avec l'Europe ». Que ferait Poutine? Nous n'en savons rien. Mais comment trouver un garant? C'est à l'abri des menaces diplomatiques américaines. Souvenez-vous quand la rapporteuse des Nations Unies a déclaré Netanyahou coupable de génocide. Tous ses comptes bancaires ont été fermés et elle a été empêchée de voyager où que ce soit. Et lorsque l'Iran a tenté de négocier avec les États-Unis, 2 fois ses négociateurs ont été tués. Alors, comment trouver un arbitre ou un négociateur? Les juges de la Cour internationale se sont tous retrouvés attaqués, leurs comptes bancaires fermés, leurs déplacements restreints. Comment se protéger contre cela? Sans. Il faut que ce soit une alliance plus large que seulement 2 pays. Il faut une alliance de nations capables d'isoler économiquement et financièrement l'économie américaine, le dollar américain, les investisseurs américains dans les matières premières, les banquiers et les détenteurs d'obligations américains. Tous devraient être soumis au même type de sanctions que celles actuellement utilisées contre d'autres. C'est à cette échelle que toute régulation devrait se faire. Oui, merci Michael. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, comme toujours. Je pense que ces 2 derniers jours ont été le plus grand tournant dans la direction que prend le monde. Oui, exactement. Yeah, exactly.